Salut à tous, ici Cyril d'Hardware Cooking par CK Informatique et dans cette vidéo je vais vous présenter la carte mère Asus ROG Crosshair X670E Hero. Alors si j'ai l'air fatigué c'est parce que comme à chaque fois que je fais une vidéo c'est un moment où je suis crevé. Donc voilà. Bref, je précise bien qu'il s'agit d'une présentation dans cette vidéo et non d'un test qui lui viendra pour sa part plus tard sur mon site hardwarecooking.fr. Me voici donc avec ma toute première carte mère sur le tout nouveau socket AMD AM5. Ce dernier accueille donc les nouveaux processeurs AMD Ryzen 7000 comme le R5 7600X, le R7 7700X ou encore les R9 7900X et 7950X. Pour en revenir sur la carte mère, vu que c'est quand même le sujet de la vidéo, il s'agit ici de la X670E Hero, une carte haut de gamme qui se situe juste sous la... Là, ce que vous entendez, c'est ma petite machine qui me fait des glaçons. Et ça, je peux vous dire que moi j'adore. Une carte mère haut de gamme qui se situe juste sous la Crosshair Extreme, qui est le modèle le plus haut de gamme pour cette génération de chez Asus. Dans un format ATX, cette carte mère introduit la mémoire DDR5 pour les CPU AMD avec la nouvelle technologie EXPO pour les profils mémoire. Cette nouvelle norme permet de garantir des profils OC mémoire optimisés pour les processeurs AMD avec leurs spécificités. D'ailleurs, avec 4 slots, cette carte peut gérer jusqu'à 128 Go à une fréquence maximale de 6400 MHz. Alors, j'ai eu plusieurs fois la remarque quand j'ai testé le kit 6600 MHz sur ma Z690 Hero, c'est que officiellement, elle n'est pas affichée comme compatible avec le 6600 MHz. Mais si vous regardez bien les spécificités techniques d'une carte mère, vous voyez à chaque fois, par exemple ici, le 6400 MHz, il y a un petit plus à côté. Ça veut dire qu'elle peut, dans certains cas, accepter des fréquences légèrement plus hautes. Mais nous y voyons aussi du PCI Express 5.0 à la fois pour les slots PCI Express et pour les slots SSD M2. D'ailleurs, pour ces SSD, nous retrouvons deux emplacements M2 en 2280 en PCI Express 5.0, deux autres en PCI 4 et un dernier compatible M2 2210, donc le 11080, ça c'est la longueur du SSD, donc généralement on est quand même sur du 2280, c'est presque le standard on va dire, et celui-ci est toujours en PCI Express 4.0. En revanche, attention, sur cette carte Hero, nous avons deux slots PCI Express en 16X. Ces deux slots sont en PCI Express 5.0, mais si les deux slots sont occupés, nous passons en x8x8, vu que les deux slots se partagent 16 lignes, donc forcément, si deux slots sont occupés, ça fait du x8x8. Globalement, en pratique, c'est pas si grave que ça impacte pas de ouf les performances. Pour la partie réseau maintenant, nous avons un seul port Ethernet en 2,5 gigabits et pour moi c'est une petite déception ici puisque j'aurais bien aimé trouver au moins deux ports, un port en plus en 10 gigabits par exemple. Ça aurait été pratique si on utilise un NAS, donc on aurait un port Ethernet directement lié au NAS et le second port Ethernet lié au switch ou à une prise murale, etc. pour avoir Internet quoi. Quant au réseau sans fil, nous sommes sur la dernière norme Wi-Fi 6E, voilà, classique. Et pour le Bluetooth, nous passons sur la version 5.3. Au niveau de la connectique arrière, nous retrouvons deux ports USB Type C sur la nouvelle norme USB 4. Cette norme est capable, tout comme le Thunderbolt, d'encaisser un débit de 40 gigabits par seconde. Alors attention, comparativement au Thunderbolt 4, il y a quand même des petites différences de spécificité technique où le Thunderbolt au contraire est plus exigeant sur les spécifications minimales d'entrée pour obtenir cette dénomination. Donc techniquement, même si les deux font du 40 gigabits par seconde, le Thunderbolt 4 est un peu mieux. Bref, notre USB 4 permet par exemple d'y connecter un écran compatible forcément, et d'ailleurs ça tombe bien puisque maintenant les CPU AMD Ryzen sont maintenant équipés de base d'un chipset graphique, contrairement à la précédente génération AMD Ryzen 3000. Nous retrouvons deux autres ports USB type C ainsi que 8 ports USB type A. Cela donne un total de 12 ports USB sur l'arrière, et ça c'est pas négligeable pour certains puisque moi-même sur mon propre PC j'ai déjà besoin de 9 ports au total, et si vous faites bien attention, au final il n'y a pas énormément de cartes mères qui proposent autant de ports USB. Et j'ai pas forcément envie d'utiliser un petit hub posé sur mon bureau, puisque c'est pas forcément pour des clés USB que là je vais brancher en façade sur mon PC. Bref, voilà, je veux vraiment plein de ports USB sur l'arrière de ma carte mère.
et pas avoir plein de câbles ensuite qui vont traîner sur un hub sur mon bureau. Enfin bref, voilà, vous voyez l'image quoi. Pour parler de l'étage d'alimentation maintenant, elle dispose de 18 plus 2 phases, Vishay SIC 850 de 110 A. Le tout est géré par un contrôleur Infineon ASP 2205 et l'alimentation du socket se fait en 2 fois 8 pins. Le dissipateur thermique se chargeant du refroidissement est composé de 2 dissipateurs reliés par un caloduc. Bref, sur le papier, cet héros a largement de quoi supporter aisément le gros R9 7950X qui est un CPU 16 cœurs 32 threads avec un TDP de 170 watts. Pour la partie audio, Asus a choisi une puce ROG SupremeFX ALC 4082 avec un DAC ESS ES9218. Nous retrouvons 3 headers à RGB 5V et un autre RGB 12V pour permettre de connecter de multiples autres composants dotés d'un éclairage RGB et de personnaliser le tout via le logiciel maison Asus AuraSync. Pour parler un petit peu des capacités de refroidissement, on a ici 8 headers qui détectent automatiquement le PWM et le DC grâce à un circuit qui sélectionne automatiquement le bon mode de régulation du voltage. C'est via le logiciel FanXpert 4 que l'on va pouvoir configurer ces profils de ventilation. Forcément, carte haut de gamme oblige, nous avons des headers spécifiques pour des pompes ou encore des débitmètres pour les amoureux du water cooling custom comme nous. Même s'il faudrait que j'arrive à vous en montrer un peu plus sur tout ce qu'on fait puisque on n'a pas le temps quoi. Avant de parler un peu plus de la mémoire, je tiens à parler du système Q ou Release, mon super accent anglais, qu'Asus avait inauguré sur les cartes Intel Z690 si je me trompe pas. Il s'agit d'un petit système mécanique tout simple, mais tellement utile. Ça consiste en un simple bouton qui, une fois pressé, va tirer un petit câble pour libérer le premier slot PCI Express et donc retirer la carte graphique ou toute autre carte PCI très facilement. Parce qu'il faut savoir que parfois, quand on a des dissipateurs thermiques assez imposants juste au-dessus du slot et qu'on a une grosse carte graphique installée, et ben en fait c'est impossible d'y glisser un doigt pour appuyer sur le petit bitonio et sortir la carte. Avec ce bouton mécanique, plus de tracas et ça c'est tellement cool que d'autres marques ont repris l'idée. Parlons maintenant un peu plus de la mémoire DDR5. Les cartes mères Asus sur ce nouveau chipset gèrent donc la mémoire de type DDR5. Comme vous le savez, on a le XMP du côté d'Intel, mais maintenant on a aussi le XPO chez AMD. Cette nouvelle norme assure un overclocking précis, prenant en compte les spécificités techniques liées à l'architecture CPU AMD Zen 4 de cette nouvelle génération. La plupart des kits disposent de plusieurs profils EXPO, chacun étant encore paramétrable plus finement via le BIOS. Nous avons également toujours la compatibilité avec les profils AEMP, ceci permet de passer outre le voltage verrouillé des PMIC sur les modules mémoire DDR5, pour permettre des fonctionnements à fréquence plus haute. Avec chaque kit compatible AEMP, 2 profils sont proposés dans le BIOS. Un premier profil, ça y est, ma machine à glaçons refait des siennes, enfin refait les siennes, elle me fait des glaçons. Donc je disais quoi? Avec chaque profil AEMP, 2 profils seront proposés dans le BIOS. Un premier profil avec des timings serrés et un second avec une fréquence plus haute. C'est ici une technologie propre aux cartes mères Asus qui m'avait d'ailleurs permis d'avoir mon kit DDR5 4800 Sabrent sans profil XMP, passant tout seul sur un profil en DDR5 6000, en gagnant même en latence puisqu'on est parti d'une latence il me semble de CL40 à CL32. Enfin, il y a également la compatibilité DOCP, celle-ci n'est pas nouvelle non plus, et permettra aux kits ne disposant pas de XPO de bénéficier tout de même de profils DOC préenregistrés à la manière d'XMP. Là aussi, les PMIC sont déverrouillés et les fréquences poussées plus haut. Rappelons tout de même que ce soit EXPO, AEMP ou encore DOCP, ces OC automatiques s'activent en un clic seulement dans le BIOS et c'est une manipulation de base à connaître pour optimiser son PC. Et ça existe depuis des années. Si vous achetez un kit en tant que kit, je sais pas, DDR4 3600 et que vous n'activez pas le XMP dans le BIOS, vous serez pas à 3600. Et c'est pareil pour la DDR5 6000, 6400, 5200, etc. Donc XMP, DOCP, AEMP, il faut activer les profils d'OC mémoire
dans le BIOS, c'est impératif. Maintenant, on va parler d'une fonctionnalité qui est très chère à Asus, le Dynamic OC Switcher. Le Dynamic OC Switcher est une technologie dédiée à l'overclocking. Concrètement, il est possible de combiner la technologie PBO, donc le Precision Boost Overdrive, qui augmente la fréquence d'un seul cœur assez haut sous certaines conditions, un overclocking manuel sur tous les cœurs. Sans cette technologie, cette combinaison est impossible. Il s'agit ici d'une fonctionnalité exclusive à Asus, et pour rentrer un peu plus dans le détail, à partir d'un seuil de charge, le système passera automatiquement de PBO pour les tâches single thread à l'OC manuel pour les tâches en multithread. Ceci selon un seuil de courant et ou de température que l'on va pouvoir définir soi-même dans le BIOS. Mais en plus de cette fonctionnalité, nous avons aussi maintenant le Ryzen Core Flex. Cette dernière reprend le concept de contrôle par seuil et l'applique à de nombreux autres paramètres de réglage. Qu'il s'agisse de stabilité, de température ou d'économie d'énergie, il est maintenant possible de définir des algorithmes simples qui se superposent aux paramètres du processeur. Le cas typique est d'augmenter l'horloge de base du processeur et de la réduire au fur et à mesure que le courant augmente pour maintenir la stabilité lorsque plusieurs cœurs sont en charge. Par horloge de base du CPU, on entend le BCLK du processeur seul, isolé par un générateur d'horloge embarqué installé pour permettre le réglage asynchrone de l'horloge sur l'aéro. Alors là, je vous parle peut-être en chinois pour certains, puisque c'est quand même relativement pointu. Et en fait, ça, c'est parce que en séparant le processeur d'autres domaines comme la mémoire ou l'Infinity Fabric, ils seront pas perturbés, ce qui permet aux overclockers d'exploiter un potentiel qui serait autrement inaccessible. Pour déterminer le bon seuil, il faut déterminer le courant du CPU à partir duquel on passe du PBO à un OC manuel. Par exemple, on règle le BIOS par défaut pour fonctionner avec PBO. Puis dans le système d'exploitation, on va combiner le logiciel HW-Info pour surveiller la consommation du CPU et le logiciel Prime95 afin d'augmenter peu à peu le nombre de threads à charger. Lorsque la fréquence passe sous la fréquence désirée avec son OC manuel, il suffit de relever la consommation du CPU et de rapporter la valeur comme seuil dans le BIOS. À partir de ce moment, la carte mère saura qu'elle doit passer du PBO à l'OC manuel, et ainsi on repassera sur des fréquences plus élevées qu'avec le PBO. J'espère que vous avez réussi à suivre cette petite partie Dynamic OC Switcher. C'est très important, ça permet vraiment aux overclockers d'aller plus loin. Pour les amateurs, c'est peut-être encore un petit peu compliqué. Commencez par apprendre les bases, et quand vous maîtriserez les bases, vous pourrez commencer à essayer de jouer avec ce Dynamic OC Switcher, clairement. Bref, cette courte présentation est maintenant terminée. Ah bah non, en fait. J'ai pas encore parlé du prix de cette carte mère. Asus annonce cette carte au tarif recommandé de 759,90 €, donc autant dire 760 €. Voilà. Je vais pas m'étaler beaucoup sur le prix ici, je développerai un peu plus mon avis sur le tarif dans le test dédié qui viendra prochainement sur hardwarecooking.fr, et donc c'est une bonne raison pour aller surveiller le site, suivre les actus et nos tests, n'est-ce pas? Bref, cette vidéo est maintenant terminée. Si vous en voulez plus, je vous invite à suivre l'actu et nos tests sur hardwarecooking.fr. Comme toujours, c'est très important, mettez un pouce en l'air, abonnez-vous et cliquez sur la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!